Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci de m'avoir accepté dans cette association. C'est un grand plaisir pour moi. Je suis un grand fan du Japon. J'ai passé 5 mois à Sapporo et c'est vraiment un Monsieur plaisir. Akrad, pourriez-vous parler un peu plus haut, s'il vous plaît? Oui, Oui, euh, voilà, ça y ça est, va? Vous ça m'entendez? va. Ok. Donc c'est un plaisir d'être ici. Merci beaucoup. Je sais que vous avez fait des pieds et des mains pour m'avoir ici donc parmi vous. Donc, j'ai changé un peu de titre, mais je vais revenir à cette question de l'imagerie aquatique. Donc, voilà, je vais commencer. Publié en 2016, soit 3 ans après son premier roman intitulé Au fil des kilomètres, Le poids de la neige vaut à Christian Gay-Poliquin le prix littéraire du gouverneur général en 2017. Et en fait l'objet d'éloge de la part de la critique journalistique au Québec. L'histoire décrit le rétablissement du narrateur mécanicien sans nom à l'aide d'un vieil homme nommé Mathias après un accident de voiture qu'il aurait eu à l'entrée de son village natal. Le roman semble constituer la continuation du fil des kilomètres qui décrit le voyage d'un narrateur mécanicien également anonyme ayant subi un accident de voiture à la fin de sa traversée du continent américain pour revoir son père malade lors d'une panne d'électricité inexpliquée. À la fin du fil des kilomètres, lorsque le narrateur arrive dans son village natal, il tue par accident son père, souffrant d'une forme d'Alzheimer, qui errait au bord de la route à la recherche de sa femme déjà décédée depuis longtemps. Le poids de la neige commence donc où se termine le fil des kilomètres et met en scène un narrateur qui a les jambes cassées. Les villageois l'ont retiré d'en dessous de sa voiture et lui ont sauvé la vie en voyant qu'il était le fils du mécanicien du village. Incapable donc de marcher dans un premier temps, le narrateur raconte par bribes ce qui lui est arrivé ainsi que son rétablissement dans une maison abandonnée à l'extérieur du village grâce à Mathias. Mathias, pour sa part, se retrouve au village parce qu'il a subi une panne d'essence lors d'une promenade en voiture. Il veut absolument retourner en ville pour retrouver sa femme qui souffre d'une forme d'Alzheimer, tout comme le père accidentellement renversé du narrateur. Au cours de l'hiver, le narrateur reprend peu à peu ses forces et finit, lorsque le printemps arrive, par aider Mathias à quitter le village, en lui donnant un quad qu'il a découvert dans une autre maison abandonnée à côté d'un lac. Quant au narrateur, il s'en va dans la conclusion vers le camp de chasse de ses oncles et de ses tantes, partis au début des récits pour passer l'hiver dans le bois. Ainsi, le narrateur qui avait été sauvé au début devient le sauveur à la fin. Et Mathias, qui avait sauvé le narrateur, devient celui qui est sauvé. Remarqué par Julien Desrochers dans son article tout récent qui porte sur la kinésie et les relations de pouvoir dans Le poids de la neige, ce renversement de fortune, le fait que le début est une fin et que la fin un début, ainsi que le rapport père-fils, maître-esclave entre Mathias et le narrateur, sont des aspects du texte qui sont à l'origine de ma réflexion aujourd'hui sur ce que j'appelle des points de repère. En effet, en réfléchissant à la question des rapports de toutes sortes dans le récit, il me semblait, et me semble toujours, que Gay-Poliquin joue dans Le poids de la neige sur la question des coïncidences, sur l'envers des choses, voire sur l'idée que rien n'est absolu, que les choses ne sont pas forcément ce que l'on croit qu'elles le sont. Par exemple, Le poids de la neige est et n'est pas la suite du fil des kilomètres. Le protagoniste narrateur de ce roman est et n'est pas celui du poids de la neige. Mathias est une figure paternelle, mais non pas le père du narrateur. Sa femme semble souffrir de la même maladie que le père du narrateur, mais ceci n'est jamais expliqué.
Mathias recherchait un mécanicien en arrivant au village, en trouve un. Mais il doit lui-même réparer un peu ce mécanicien avant de pouvoir repartir. En tant que lecteur, on établit ces rapports, mais on constate qu'ils ne sont pas développés dans le récit. On s'accroche à ce genre de détails, à de tels rapports, et certes, ils nous aident à comprendre l'histoire, mais ils ne constituent pas, en fin de compte, de véritables pistes interprétatives, des points qui mènent à un sous-texte, par exemple, ou qui affectent vraiment l'interprétation du récit dans son ensemble. Dans le contexte de ma présentation aujourd'hui, qui était censée se concentrer sur l'imagerie aquatique et autres dans Le poids de la neige, je me propose d'interroger la signification de ces points de repère dans ce roman, qui suit un parcours plutôt linéaire et qui insiste sur le blanc réel et métaphorique qu'incarne la neige. Il me semble que ces points de repère, qui, comme on le verra, sont des points de référence connus du grand public. Et ces points de repère permettent au lecteur de se repérer dans le récit où les personnages eux-mêmes se sont abandonnés, perdus et dépourvus d'agentivité devant un hiver qui ne fait qu'exacerber en fait le caractère déjà apocalyptique du monde, provoqué par justement cette panne d'électricité. Dans le contexte de mon analyse, je vais me concentrer sur des descriptions qui font des personnages des naufragés, sur l'usage de noms bibliques dans le récit et sur un certain nombre de renvois intertextuels. Sans être développés, ces trois éléments l'aident toutefois à se situer dans cette histoire au fur et à mesure qu'elle se déroule. Ils donnent une certaine texture ou profondeur à ce récit linéaire, assez simple, qui évoque par la mention récurrente de la neige un certain vide ou néant. Donc la première partie. S'ouvrant sur la phrase « La neige règne sans partage », après une page sur laquelle se trouve un poème, comme vous voyez, et puis la première de 7 insertions inexpliquées qui parsèment le texte et qui abordent le mythe grec d'Icare, le roman laisse entendre que le narrateur et Mathias sont des naufragés. Dans le premier chapitre, par exemple, nommé 38, qui renvoie à la profondeur ou à la hauteur en centimètres de la neige, le narrateur décrit l'échelle que Mathias emploie pour mesurer le niveau de précipitation comme un mât de bateau. On dirait le mât d'un bateau, mais sans voile, ni drapeau. Ayant effectivement subi un accident avant de se retrouver dans la maison avec Mathias, le narrateur envisage sa situation en fonction d'un individu balayé sur la rive d'une île déserte par un coup de chance. Cette vision devient évidente lorsque Mathias, de retour du village qui se situe à peu près à 1 heure de marche de la maison, rapporte une longue vue au narrateur qu'il décrit ainsi. C'est comme celle que les marins utilisaient autrefois pour repérer la ligne du rivage et les navires ennemis. Un objet précieux pour le narrateur qui lui permet de voir dehors à partir de son lit, cet instrument est associé à la question du repérage dans cette description et permet au lecteur, ensemble avec d'autres renvois de ce même genre, de reconnaître la véritable nature du dilemme du narrateur. Ayant passé du temps dans un état comateux suite à son accident, le narrateur se sent perdu dans le temps et l'espace. Incertain de la date, ce qu'on constate lorsqu'il déclare « Je crois que nous avons passé le solstice », il poursuit l'idée qu'il constitue un naufragé en disant de la neige le soir, on dirait une mer calme et chatoyante. À cette description qui évoque l'envers de la neige, c'est-à-dire l'eau, on peut rajouter bien d'autres moments où le narrateur associe sa situation et celle de Mathias à une aventure maritime. Dans le chapitre 47, lorsque le narrateur parle de la trappe au centre de la véranda, il déclare « Mathias apparaît dans le cadre de la porte. On dirait un explorateur à la proue d'un navire. » De même, lorsque Joseph, un villageois, apparaît à la maison pour leur apporter des vivres
Joseph regarde par la fenêtre et le narrateur déclare « On dirait qu'il est assis sur un rocher et qu'il regarde au loin, vers notre île déserte. » Le narrateur utilise même le terme naufragé lorsqu'il parle de leur barbe de naufragé et décrit le désespoir de Matthias ainsi. Matthias a l'impression qu'ils ont été avalés par une baleine. Lorsque le narrateur se rétablit et arrive au point où il finit même par battre Matthias aux échecs, un jeu symbolique que Desrochers a bien commenté, il explique que Matthias apparaît comme un phare immense au-dessus des écueils, un phare immense et désuet. Devenu peu à peu le maître après avoir été une sorte d'esclave impuissant, le narrateur explore la maison lors des absences de Matthias et déclare lorsqu'il monte à l'étage supérieur « J'ai l'impression d'être à la vigie d'un navire. » Pris au piège, selon Matthias, dans une mer de glace 20 000 lieues sous l'hiver, le couple lutte avec ce que Desrochers appelle l'atmosphère de huis clos, des fuites d'eau, et ils font finalement face à la question de l'eau vers la fin du roman, lorsque le narrateur découvre une maison abandonnée à côté d'un lac, dans lequel il tombe et se noie presque. Paralysé par la neige et presque victime d'une noyade dans la conclusion, le narrateur est travaillé par la question de l'eau tout à travers cette histoire. Ceci dit, la signification de ces descriptions n'est pas explicite. Ce sont pas des naufragés. Matthias se rend au village et le narrateur aussi d'ailleurs, lorsqu'il arrive à marcher. Ceci dit, ces références qui font d'eux des épaves rendent réel le caractère de leur dilemme et constituent un lieu commun, une sorte d'intertexte qui nous permet de nous situer dans cette histoire. On se demande s'ils vont survivre à cette situation ou même être sauvés. Et surtout le narrateur, bien sûr, qui insiste au début du récit sur son impuissance. Comme des naufragés, Matthias et le narrateur éprouvent chacun et ensemble des hauts et des bas. On reconnaît qu'ils subissent à travers les commentaires, on reconnaît ce qu'ils subissent à travers les commentaires qui établissent cette analogie. Mais on ne peut pas dire que ces renvois permettent au lecteur d'interpréter l'histoire en fonction d'une allégorie. Par exemple, ces allusions sont des points de repère, non des points d'ancrage sur lesquels on peut bâtir une interprétation symbolique ou même complète du récit. Du moins, c'est le cas selon ma lecture du roman. La deuxième partie. Les personnages et la Bible. Liés donc à la description du dilemme des protagonistes en fonction des naufragés sont des allusions bibliques. Avant de parler du nom des personnages secondaires, il convient de mentionner la description du minibus que le narrateur, un mécanicien comme son père, aide les villageois à transformer en une sorte de motoneige gigantesque. Ayant expliqué aux villageois comment attacher des chenilles et des skis au minibus qu'ils vont utiliser pour une expédition, le narrateur compare ce véhicule à un navire, une nef, une arche de sauvetage. Par la suite, il appelle même une arche des neiges. Cette description est reprise par Jonas, un homme simple d'esprit que le narrateur taquinait dans son enfance. Jonas déclare « Ça flottait sur la neige, on aurait dit un bateau, comme dans la Bible. » Et on comparait leur sort à l'avalement par une baleine, image qui évoque justement l'histoire biblique de Jonas. Le narrateur et Matthias ont affaire dans l'histoire à des personnages au nom biblique, mais qui ne ressemblent pas à ces figures religieuses. Pour commencer, Jonas dans le poids de la neige ne rappelle pas Jonas dans la Bible. Il ne se fait pas avaler par une baleine et recracher. Il s'occupe des vaches du village, collectionne des bouteilles avec lesquelles il pense qu'il va pouvoir se payer un voyage à la côte où on semblerait avoir réussi à mettre en marche des éoliennes. Il incarne ainsi l'idiot du village qui apporte des notes d'humour à l'histoire, comme lorsqu'il explique aux deux protagonistes qu'il avait promis à Joseph de ne rien dire au sujet de sa liaison avec Maria, la vétérinaire qui trompe son mari, Joseph, qui est le pharmacien du village.
Un couple illégitime, Joseph et Maria, ne se comportent pas comme tel leur homonyme biblique, mais sont effectivement impliqués dans la renaissance du narrateur, revenu au village après une absence de 10 ans. Bien que le lien entre ces personnages et les figures bibliques ne soit jamais explicité et que la vétérinaire s'appelle bel et bien Maria et non pas Marie, il est impossible, étant donné l'héritage catholique du Québec, de ne pas rattacher ces personnages aux parents de Jésus dans le Nouveau Testament. Ceci dit, il paraît impossible d'aller au-delà de ce rapport. Maria et Joseph ne semblent pas revêtir une signification particulière ou symbolique dans le récit. Ils représentent la désintégration du tissu social provoquée par la panne d'électricité et justifient la méfiance envers l'autre qui règne non seulement au village, mais aussi un peu entre Matthias et le narrateur. Ils représentent la trahison et la fuite, et donc l'opposé du couple biblique dont le Fils est censé racheter les péchés du monde. Donc, représente-t-il une subversion du discours religieux? Si c'est le cas, ce n'est pas explicite. Le couple soulève tout au plus des conséquences de la panne d'électricité où, malgré les efforts de certains, c'est plus ou moins chacun pour soi et sauve qui peut. Dans l'histoire qui compte en fait peu de personnages secondaires, il convient également de mentionner le nom du maire du village, Jude. Son nom évoque le servant de Jésus et le frère de Jacques. Dans le contexte chrétien, c'est l'auteur de la brève épître dans les derniers chapitres de la Bible. Dans le Poids de la Neige, Jude coordonne les efforts des villageois et est rattaché à un certain Jacques, qui passe une arme à feu à Matthias en échange de fromage. À ce propos, Joseph explique au narrateur et à Matthias, avant de s'enfuir du village avec Marie, que Jude a saisi l'arsenal de Jacques et qu'il l'avait enfermé pendant 2 jours. Quelqu'un de bien en principe, Jude trahit Matthias lorsqu'il s'en va dans le minibus sans lui parler du départ de l'expédition à laquelle le vieil homme voulait participer. Quant à Matthias, il s'agit également d'un nom biblique, mais d'une figure qui apparaît après l'ascension de Jésus. Dans les Actes des Apôtres, son nom est évoqué lorsque Pierre propose que quelqu'un prenne la place de Judas. On propose 2 candidats, Joseph dit le juste et Matthias, qui finit par être choisi dans un tirage au sort. On explique qu'avec les autres apôtres, Matthias a reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Bien que le narrateur n'évoque jamais le rapport entre le Matthias de la Bible et celui qui l'aide à se rétablir, il est clair dans le récit que ce rapport n'est pas fortuit. Dans le Poids de la Neige, Matthias constitue effectivement un homme religieux. On le décrit comme priant lors des repas et lorsqu'il recherche des vivres dans le village, il s'arrête à l'église du village, que le narrateur décrit comme le Titanic. Il dit « C'est un navire gigantesque qui a heurté un iceberg ». Matthias n'incarne cependant pas le don de Dieu auquel son nom renvoie. Il accepte à corps défendant de soigner le narrateur et seulement à condition que l'on l'aide à quitter le village pour retrouver sa femme lorsque c'est possible. Il est loin d'être un saint. Il s'attaque une fois au narrateur lorsqu'il sent que son autorité à la maison est menacée, et puis il va menacer de descendre le narrateur avec un pistolet lorsque celui-ci tente de l'empêcher de quitter le village au moment de la première fonte de neige. Matthias, n'ayant pas voulu écouter la mise en garde du narrateur par rapport aux routes qui restaient impassibles en raison de la neige, Matthias met la voiture dans un fossé et revient auprès du narrateur qui lui offre le quad qu'il avait découvert dans cette maison abandonnée. Dans le Poids de la Neige, ces descriptions, comme celles qui font du narrateur et Matthias des naufragés, ne constituent pas la source d'une interprétation symbolique du livre. En effet, dans le cas des noms, on peut peut-être même les considérer comme des fausses pistes interprétatives. Pourquoi Guy Pauliquin les a-t-il choisis? Sont-ils simplement un rappel de l'héritage catholique? Sans que l'on puisse répondre à cette question, il paraît possible de dire que ces noms bien connus du lecteur occidental font réfléchir sur la question du salut des protagonistes. Ils soulignent ce qui est en jeu dans cette histoire
et donne une texture, une autre dimension au récit, à ce récit qui soulève, sans toutefois prêcher, la question du devoir envers l'autre et celle de la moralité, surtout dans un contexte où règne le chaos social. Troisième partie, les renvois intertextuels. Le dernier élément du roman qui relève d'un point de repérage, mais sans plus à notre avis, est la référence à des œuvres littéraires. En effet, dans Le Poids de la neige, le narrateur évoque à plusieurs reprises les œuvres que lit Mathias, mais n'en donne jamais le titre. À l'inverse du nom des personnages, on décrit les grandes lignes de l'intrigue, mais n'identifie pas l'histoire, comme si l'auteur voulait insister sur l'aventure et non pas la référence intertextuelle. À ce propos, Mathias insiste sur l'importance des histoires dans la survie et semble lire pour se repérer dans le temps et l'espace et non pour attribuer une valeur métaphorique ou même symbolique à leur situation. Ce qui compte est l'histoire et sa capacité à l'aider à survivre, non pas sa littérarité ou le prestige associé à la lecture de l'œuvre en question. Un moment à la fin du roman semble appuyer cette idée. C'est l'absence de réaction de la part de Mathias lorsqu'il revient à la maison, après avoir tenté de repartir, et découvre que le narrateur brûle les livres retrouvés sur les étagères de la maison. Sacrilège, bien sûr, aux yeux des bibliophiles, ce geste d'ordre autodaffique montre le caractère utilitaire des livres dans le récit. Ce ne sont pas des objets sacrés, mais qui aident à survivre, qui réchauffent, qui donnent de la lumière comme un point de repère. La première œuvre littéraire à laquelle Mathias semble faire référence est En attendant Godot. Cette pièce dont il parle en même temps qu'il découvre un jeu d'échecs, jeu important bien sûr pour Samuel Beckett, renvoie évidemment à l'absurdité de leur situation, mais ne fait pas de l'aventure des protagonistes une interrogation métaphysique. Il s'agit d'un renvoi plutôt ironique qui souligne l'importance de l'attente dans le récit. De même, l'évocation subséquente de Mille et une nuits par Mathias renvoie au rôle que joue la parole dans la survie. Il ne dépasse pas ce symbolisme immédiat. On retrouve un peu la même chose lorsque Mathias décrit la quantité de neige en fonction de 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne, lorsqu'il évoque l'enfer, c'est-à-dire le premier livre de la Divine Comédie de Dante, lorsqu'il parle de la forêt qui entoure le village, ou quand il soulève 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez pour dégager leur solitude. La conclusion. Donc pourquoi je me pose cette question. Pour conclure, et au risque de me répéter, ces œuvres me semblent revêtir une fonction davantage descriptive que symbolique. Ils aident à interpréter. Ce sont des histoires incomplètes. À ce sujet, il faut dire que l'intertexte véritable du Poids de la neige, les insertions qui racontent l'histoire d'Icare, appuient cette idée. Ces insertions renvoient à des moments précis dans le récit, mais contribuent peu à l'interprétation globale du roman. Bien que l'on puisse établir un rapport entre Dédale et Icare et le narrateur et Mathias, ce mythe ne correspond pas vraiment à l'intrigue du roman. Ces insertions ce sont des détours destinés, comme la description de l'intertextualité selon Laurent Jenny, à faire éclater la linéarité du texte. Comme les renvois au naufrage, aux personnages bibliques et aux œuvres littéraires, ils établissent un certain va-et-vient dans le récit. Ils font tisser le lecteur et lui fait participer à la fabrication de l'histoire. Les renvois, que j'appelle points de repère, agissent comme les indications sur la carte topographique que le narrateur reçoit de Joseph, qu'il perd, mais qu'il retrouve à la fin de l'histoire et qui lui permet de se situer par rapport au camp de chasse de ses tantes et de ses oncles. Ce sont des marqueurs qui aident à comprendre l'histoire, mais leur signification en fonction de l'interprétation au complet de l'histoire n'est pas claire. Ils ne mènent pas à une destination, ne sont pas des clés pour interpréter le livre au total,
mais offre tout simplement des points de repère au lecteur. Comme le narrateur, qui doit trouver son chemin à la fin du récit à partir des points de repère qu'il trouve sur la carte, le lecteur doit donc faire pareil. C'est à chacun d'entre nous d'établir son interprétation globale du poids de la neige, qui ne représente pas une fin en soi, dans la mesure où l'œuvre littéraire de Gay Poliquin n'est pas encore complète. Ce roman constitue un intertexte dans son œuvre. C'est une suite au fil des kilomètres, un point d'arrêt à mi-chemin dans le parcours littéraire de l'auteur qui travaille actuellement à sa prochaine œuvre littéraire. Merci.